Ok, Carole, donc merci de prendre du temps pour participer à ce podcast. Pour commencer, j'aimerais parler avec toi des qualités qui te semblent essentielles, indispensables pour performer comme tu l'as fait pendant plusieurs années dans le monde des échecs. Aux échecs, bonne question. Bon, premier point, moi je dirais la combativité. Ça reste avant tout les échecs à un combat, donc on est seul face à son adversaire sur l'échiquier, plus la pression de la compétition, la pression du temps aussi, puisque on est timé pour jouer nos coups. Donc ouais, combativité à toute épreuve, ne jamais lâcher, même quand on sent qu'on a un petit peu moins bien, qu'on a fait une bêtise sur l'échiquier, de continuer à y croire, à se battre jusqu'au bout. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qui est nécessaire aussi, c'est l'investissement. Investissement temps. Il faut faire des sacrifices pour que ça marche. Moi, j'ai vraiment le souvenir là de mes 15 années aux échecs à y passer tout mon temps libre en dehors de l'école, donc le mercredi après-midi, les week-ends, les samedis, dimanches, les vacances scolaires aussi, soit sur la partie entraînement, cours, aller au club, soit sur la partie jouer. Donc faire des tournois, faire des compétitions pour vraiment avoir de la pratique et s'entraîner. Voilà. Et sur ces deux qualités-là, donc on va dire la combativité dans un premier temps et l'investissement, l'implication dans l'entraînement et dans la pratique, laquelle des deux t'avais le plus selon toi? Voilà, la combativité pour sûr, ça c'était vraiment mon point fort, je pense, en championnat jeune, c'était le mental. Ouais, avoir un meilleur mental que les autres, ou en tout cas le plus possible. Et donc, comme tu l'as dit, tu as quand même eu une carrière, on va dire, dans le haut niveau qui a duré quand même un certain nombre d'années, donc 15 ans. Euh, c'est déjà très difficile d'atteindre le titre de championne de France. Il n'y a pas grand monde qui l'atteint. Mais comment on fait en plus pour rester au haut niveau avec les niveaux d'exigence qui sont demandés pendant plusieurs années? Quelles sont les difficultés et les nécessités pour durer? Alors, nécessité, je pense, c'est l'entourage. Vraiment avoir un entourage qui continue à pousser, à soutenir, qu'il y ait une tension, en fait, qu'il y ait une tension positive pour éviter la relâche. Moi, j'ai de la chance à ce niveau-là. Je pense à Gérard, au président du club, qui, Ouais. après mon premier titre, m'a dit, Carole, c'est bien, maintenant, il faut confirmer. Sous-entendu, en fait, si je suis championne de France qu'une seule fois, alors bah, c'est que c'est de la chance, ça peut être un coup de chance, un hasard. Si par contre je confirme et que je réitère mon titre, là, bon, c'est plus de la chance. Donc tout de suite, déjà, ça met en situation de devoir recommencer. Et puis l'autre exemple, c'est vraiment ma mère, parce que c'est elle qui m'accompagnait dans toutes mes compétitions. Quand j'avais un titre de vice-championne de France, puisque j'en ai eu aussi plusieurs, bon, bah, ma mère, voilà, je sentais bien que, elle me disait que c'était bien, et aussi elle me disait qu'on se souvenait que du premier. Donc voilà, l'entourage, pour moi, aide à maintenir un niveau d'attente et de pression, parce que forcément, on n'a pas envie de décevoir. En tout cas, moi, j'avais pas envie de décevoir, donc j'ai vraiment ce petit truc en moi qui me disait, vas-y, continue à te battre pour eux. Et aussi pour soi, moi, quand j'ai goûté vraiment à l'adrénaline et à tout ce cocktail émotionnel de la compétition, du bon stress, de la remise des prix aussi, la satisfaction d'aller chercher d'aller chercher son titre sur le podium, tout ça, bah, ça donne envie en fait de revivre ça. Et donc bah, pour ça, il n'y a pas le choix, faut continuer et il faut pas se relâcher, pas s'arrêter là, quoi. Et c'est intéressant parce que tu parles de cette pression de l'entourage du club, de l'équipe de France aussi, puisque après tu as rapidement intégré l'équipe de France. Euh, c'est, c'est, j'ai envie de dire, à double tranchant parce que c'est pas forcément évident de la gérer. Il y a des personnes qui sont broyées par cette pression, sous la pression de perdre toute leur capacité. Bon, toi, c'était pas le cas. Il y a des personnes qui sont, on le sait, plus fortes à l'entraînement qu'en compétition. Euh, qu'est-ce qui faisait que toi, ça te stimulait au lieu de te diminuer? Ouais, alors moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me stimule. En fait, ça me met en situation d'utiliser toutes mes ressources, toutes mes capacités, vraiment de me dépasser.
À l'entraînement, bon, je fais un peu, pas le minimum, mais je vais pas non plus me dépasser outre mesure, parce qu'il y a pas d'enjeu particulier là sur le coup. Alors qu'à la compétition, comme j'ai des attentes, des attentes envers moi, j'ai envie de gagner la partie, j'ai envie de gagner le titre, j'ai envie de gagner la compétition, bah, je suis plus motivée en fait, j'attends plus de choses de moi, donc je me mets plus d'exigences. Et donc, je me mets en situation de devoir tout donner, de devoir me dépasser, de devoir me transcender. Et il y a des choses qui, face à ça, deviennent négligeables, comme du confort, comme de la facilité. Voilà. Et Mhm. puis parfois, à l'entraînement, bon, on peut un peu se laisser aller. Là, quand on est le jour J, il n'y a pas de choix. Faut tout donner. Là, c'est maintenant. Et aussi, il faut pas avoir de regrets. Moi, ça m'est arrivé, hein, et ça nous arrive tous, je pense, dans ce domaine-là et dans les autres domaines. On a un regret sur une partie, sur un coup, en un coup, Ouais. on aurait pu avoir le titre et là, on n'a pas vu le coup et tout bascule et patatras, c'est l'échec. Donc après, derrière, ça crée des regrets, ça fait que la fois d'après, ben, on n'a pas envie de revivre ça. Donc on est vraiment dans une situation de devoir tout donner là, tout de suite, maintenant. Et j'avais aussi toujours ma maman qui m'accompagnait et qui, elle, avant la partie, quand c'était en championnat, au championnat de France, me disait, allez, tu donnes tout ce que tu as, et si à la fin de la partie, bah, faut venir te ramasser la petite cuillère, je te ramasserai la petite cuillère, mais vraiment, tu donnes tout. Donc, j'avais de toute façon cette image-là en tête, et ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien. Ouais. Et t'es devenu accro à cette sensation d'adrénaline? Tu sais, tu disais cette sensation sur les dernières parties où tu sais que tout se joue. Si tu gagnes, bah tu t'es championne. Si tu perds, bah peut-être tu peux même quitter le podium. Cette adrénaline-là, t'es devenu accro? Ouais, complètement, complètement accro. Moi, c'est vraiment ma came, hein, cette adrénaline-là. Et finalement, bah, dans ma vie, j'ai cherché aussi à reproduire cette adrénaline-là bah, dans un maximum de choses, dans le travail, pareil. Parce que quand on y a goûté et qu'on aime ça, bah, derrière, après, dès que ça se termine, par exemple, quand le championnat de France se terminait et que le niveau d'intensité redescendait, et que le lundi, bah, fallait reprendre le petit train-train quotidien à l'école, où là, c'était beaucoup plus standard comme quotidien, bah, ça manque et on n'a qu'une envie, c'est que ça recommence. Ah ouais. Et c'est marrant parce que du coup, là, tu parles du domaine du travail, de l'école. Euh, Est-ce que cette gestion de la pression, si tant est qu'à l'école tu en avais, est-ce que cette gestion de la pression que tu gérais parfaitement aux échecs, t'arrivais aussi à la gérer parfaitement à l'école? Puis après, bon, aujourd'hui dans le travail, la pression est probablement plus grande, mais est-ce que tu arrives à les gérer dans les autres domaines de ta vie, que ce soit pro ou perso d'ailleurs? Ouais, alors parfaitement, j'aimerais bien. J'ai vraiment pas cette prétention-là, loin de là. Par contre, oui, je pense que ça m'a conféré un avantage. Disons que j'avais déjà un terrain fertile à ce niveau-là. À l'école, clairement, j'ai toujours été meilleure, on va dire, sur le jour du DS, le jour d'examen en prépa qu'en cours ou pendant les révisions. Donc ça marchait bien. Je voyais bien aussi que d'autres personnes qui n'avaient pas été confrontées à la pression avant en prépa, bah, je voyais bien que c'était plus compliqué et que le jour de l'examen, il y avait pas mal de personnes qui perdaient pied. Donc moi, j'avais cette chance d'avoir déjà, on va dire, baigné dans cette intensité, dans ce stress, dans cette pression. Et puis après, bah, à l'école, hein, pardon, au travail, hein, au travail, moi j'ai volontairement, carrément même cherché un travail dans lequel il y avait cette pression, il y avait cette tension un peu positive, ce bon stress, cette attente du résultat pour pouvoir revivre ces situations d'adrénaline, ces situations intenses bah, dans lesquelles j'ai carrément pris mon pied aux échecs, quoi. Mhm. Ouais, c'est intéressant d'avoir voulu reproduire ces schémas. Bon, après, c'est un peu le concept de devenir un peu accro, addict à une sensation. Derrière, on cherche à la retrouver. Et quand tu te fais face à un défi, donc aux échecs, bon, bah, un titre, par exemple, une partie, dans le travail, bon, le fait d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Est-ce que du coup, tu vas avoir tendance plutôt... Alors ça, c'est une question très... bah, qui m'intéresse moi parce que je sais que les gens qui réussissent ont deux façons de faire. Soit ils se comparent aux autres et ça les stimule, ça les motive de faire mieux que les autres. Soit il y en a qui arrivent à se comparer seulement à eux-mêmes et à essayer de se battre eux-mêmes. Au lieu de battre les autres, ils cherchent à se battre eux-mêmes. Toi, tu fais plutôt partie de quelle catégorie?
Alors là, moi, de base, je suis clairement dans la partie des personnes qui vont fonctionner un peu en mode compétition, en valeur relative par rapport aux autres. C'était aussi le principe hein, aux échecs où on démarrait sur la liste au début, le classement initial, on était X joueurs, joueuses, et puis bah, à la fin, il fallait avoir fait plus que les autres et donc être classé premier. Donc moi, j'ai clairement baigné dans ce schéma-là. Ce qui fait que j'ai aussi enfin pas volontairement justement, mais naturellement reproduit ça un peu au travail. Et c'est bien parce que ça marche quand l'environnement est stimulant. Par contre, la limite à ça, bah, c'est que si l'environnement il n'est pas ou peu stimulant, ça veut dire que finalement, on peut jamais savoir si on est au meilleur de soi-même. Parce que si on a des personnes autour de nous qui performent, qui sont excellentes, alors oui, pour faire mieux qu'elles, bah, il va falloir vraiment se dépasser. Mais dans ce cas-là, si on est dans un environnement où finalement les personnes sont moyennes, par exemple, dans l'exercice de leur fonction ou dans leurs résultats, et ben, en faisant mieux qu'elle, on peut avoir l'impression de performer, d'être au top, alors que finalement, si ça se trouve, on n'est pas au bout de soi-même. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je cherche à développer, de vraiment pouvoir bah, m'affranchir de la valeur relative pour être dans un référentiel absolu et de vraiment donner le meilleur de moi, de mettre le pied au plancher et de me dire, cette sensation aussi de me dire, là, je suis vraiment au bout de ce que je peux donner. Genre, je peux pas faire plus, je suis max, je donne tout, je suis à fond, je sollicite toutes mes ressources. Ça, c'est une sensation que j'ai découvert là récemment avec le travail que j'avais pas dans le monde des échecs avant. Et c'est un regret d'ailleurs que j'ai dans le monde des échecs de pas avoir mis voilà, hein, ce pied au fond, d'être allé au bout de moi-même, au bout de ma limite, au bout de ma capacité. Et du coup, toute ma vie, je resterai avec la question, bah, tiens, si j'avais fait ça, jusqu'où j'aurais pu aller? Peut-être j'aurais rien fait de mieux, rien fait de plus, peut-être j'étais déjà max, ou alors bah, peut-être que j'aurais pu faire mieux, aller plus loin, avoir des ambitions en dehors du championnat de France, ce genre de choses. Ah ouais. Ça, c'est une question, c'est un sujet qui, tiens, j'aimerais bien approfondir dessus parce que c'est vraiment une question que je me pose parce que, bon, faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais bon, tu fais quand même partie enfin, des filles les plus titrées, des Françaises les plus titrées des échecs. Alors, là, du coup, tu as un petit peu répondu, mais si on va plus loin, qu'est-ce que, du coup, rétrospectivement, qu'est-ce que tu changerais pour augmenter tes chances d'avoir encore plus de titres? Est-ce que c'est, parce que tu nous as parlé de la combativité, de l'investissement, de l'implication. euh, Toi, sur quel curseur tu penses que tu aurais pu augmenter pour faire mieux? Alors, clairement, le curseur d'ambition, parce que je vous ai parlé avant de l'entourage qui m'a permis beaucoup, hein, je suis très reconnaissante envers eux, parce que c'est grâce à cet entourage-là que j'ai pu avoir ces titres en jeune. Hein. Par contre, il n'y avait pas d'attente au-dessus du championnat de France. Donc, si tu veux, moi, je savais que si je faisais un score au championnat de France, un titre, bah, que tout le monde allait être content de moi et que ça allait bien comme ça. Et moi, ça m'allait bien parce que je faisais principalement les choses pour eux. Et avec le recul, je me dis, tiens, si finalement bah, je m'étais mis la barre plus haute en termes d'ambition, ouais, j'aurais peut-être pu viser d'avoir un titre de maître féminin, ou peut-être viser de faire une place au championnat d'Europe ou au championnat du monde, commencer peut-être par un top 15, un top 10, pourquoi pas après voir en fonction si je pouvais viser le podium ou autre. Là, j'étais très loin de tout ça parce qu'en fait, moi, quand j'allais au championnat d'Europe, championnat du monde, bah, personne n'attendait rien de moi, ni même moi, donc j'y allais un peu en dilettante, quoi. Et ça, c'est vraiment un regret que j'ai. Et avec le recul et le niveau d'ambition que j'ai là au travail, je me dis, bah, en fait, il faut se mettre de l'ambition, il faut viser la lune, il faut voilà, se mettre la barre jusqu'à une hauteur à laquelle on n'arrive pas à la sauter, parce que tant qu'on arrive à sauter la hauteur à laquelle on met la barre, bah, c'est que potentiellement, on peut faire encore plus, quoi. Ok. Et ça, c'est un modèle un peu plus américain que français, je pense, parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance un petit peu plus à se cantonner à des résultats. Enfin, quand on atteint un résultat, on a du mal à voir plus loin. Et les personnes qui rêvent plus haut, généralement, ils sont un petit peu descendus par l'entourage. Je sais que ça, c'est une phrase, c'est sa phrase référence, je pense à Tony Parker qui disait si tes rêves, ils font pas rigoler les autres, c'est qu'ils sont pas assez grands. À chaque fois que j'écoute une interview de lui, il sort cette phrase, mais je la trouve assez vraie. Et là, du coup, tu rejoins un petit peu sa pensée dans le sens où en fait, les limites on peut pas, enfin, on ne devrait pas, ou alors peut-être essayer d'éviter de se mettre des limites aux objectifs qu'on peut atteindre, c'est ça? Mm. Essayer C'est complètement constamment. ça. Ouais. C'est de ne pas se mettre de limites et de
se fixer des objectifs, se fixer des ambitions. Et puis oui, moi, ça me parle. Alors, je la connaissais pas, cette phrase de Tony Ouais. Parker, donc merci à toi Ouais. de me la faire découvrir. J'adore ça. C'est vrai que j'écoute beaucoup de livres de développement personnel, là, plutôt à l'américaine. En ce moment, par exemple, je suis très David Goggins. Ouais. Ah, Et ouais, puis, bon, là, pour le coup, bah lui, c'est sûr qu'il dit on est à 40% de notre potentiel. ouais. Et franchement, quand je l'écoute, je me dis, bah oui, bien sûr, c'est ça. On se met trop de limites, les gens nous mettent des limites, la société nous met des limites, soi-même, on se met des limites. Le seul moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de faire péter ces limites-là. C'est Et nos ça, limites. c'est quelque chose que, globalement, quand même, tu as réussi à faire dans le côté professionnel sans forcément rentrer dans les détails. Quand tu as obtenu ton diplôme et que tu as commencé dans le monde professionnel, est-ce que tu as envisagé une telle réussite ou pas? Franchement, non, hein, pas du tout. Ouais. C'est Enfin, si justement. tu m'avais répondu oui, encore une fois, j'aurais donné raison à Tony Parker puisque j'aurais rigolé. J'aurais dit, ah, quand même. Mais, Non, euh, ça mais du aurait coup, été bien prétentieux de ma part de me fixer ça comme objectif en sortant d'école. Là encore, je te parlais de l'entourage tout à l'heure. J'ai eu de la chance bah, de tomber sur un patron qui, lui, avait déjà fait ce chemin-là avant, et qui, du coup, bah, m'a fait grandir, m'a ouvert les yeux sur cette histoire de limites, et puis m'a proposé de les dépasser. Et voilà, il a cru en moi, en mon potentiel, et moi, j'y suis allée plein pot, et j'ai réalisé beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, hein. Je te parle même pas là de ce que ouais. de l'ambition assumée ou affichée auprès des autres, hein. Même dans ma tête, parce qu'on sache toujours plus dans son imagination que dans la réalité. Même dans ma tête, j'aurais jamais imaginé ça, ouais. Ouais, non, ça, c'est vraiment quelque chose de fou parce que. Bah, il y a cette. Moi, je l'ai un petit peu remarqué, alors à une échelle moindre, mais c'est vrai que, en fait, quand on assume un petit peu avoir des ambitions élevées, voire très élevées, tu vois, tu l'as dit, hein, ça aurait été prétentieux. C'est tout de suite raccordé à la prétention, au fait d'être hautain. Oh, t'as vu ce qu'il imagine, oh, t'as vu ce qu'elle imagine, ce qu'elle veut faire, etc. Elle est prétentieuse, tu devrais viser plus bas. C'est très français, ça aussi, tu vois, de dire. euh, ah, écoute, regarde quand même déjà, regarde déjà ce que tu as avant d'aller chercher plus loin, tu vois. Et si tu assumes de vouloir plus, tout de suite, ça prend un aspect négatif de prétention, de dire, oh, lui, il est prétentieux, il se la raconte, etc. Alors que non, c'est juste que tu te fixes des standards qui sont plus élevés parce que tu veux justement tirer le meilleur potentiel de toi. C'est pas de la prétention, hein, c'est pas se croire supérieur aux autres, parce que être prétentieux, c'est ça à la base, hein. C'est pas d'être supérieur aux autres, c'est juste que toi, tu essaies de te tirer vers le haut. Et c'est vrai que dans cet environnement-là, l'entourage, il joue, à mon avis, un facteur clé. L'environnement joue un facteur clé. S'il te tire vers le haut, ça va. S'il te tire vers le bas, c'est quand même beaucoup plus dur. Beaucoup plus C'est dur. clair. Beaucoup plus dur. Tout à l'heure, tu parlais de Tony Parker, là, le niveau du rêve. Ce que tu dis sur l'entourage, ça me fait penser à Stephen Covey, qui est aussi Ouais. voilà, une personne de référence dans le développement personnel à l'américaine. Et lui, il dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc c'est sûr que si les 5 personnes qu'on voit le plus nous tirent vers le bas, comme tu dis, c'est une mission impossible pour s'en sortir. Alors que si on est entouré de gens qui nous poussent, qui nous disent que c'est possible, qui nous croient, ou qui en tout cas nous laissent le bénéfice du doute sans nous plomber, ouais, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et moi, je le vois aussi avec les personnes que j'embauche, hein. Je demande vachement avant l'entourage, l'environnement pour savoir un peu bah, quel message la personne va recevoir en dehors du milieu du travail pour voir vers où ça va pencher, quoi. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Parce que, en plus, toi, t'es quand même l'exemple typique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a allumé la mèche, que quelqu'un est venu te dire que c'était faisable, derrière, tu as été capable de mettre en place d'aller rechercher les ressources et de mettre en place l'investissement, le travail nécessaire pour atteindre l'objectif. Mais voilà, comme tu l'as dit, en tout cas quand tu étais jeune aux échecs, t'as pas vraiment été capable de toi allumer la flamme. C'est Mm. soit ton entourage, soit ta mère, soit Gérard qui a allumé la flamme en disant, hé, le Ouais, titre, c'est possible. Et après, bon, il y a eu cette rencontre professionnelle qui t'a dit, hé, cette réussite professionnelle, c'est possible aussi. Et ouais. après, par contre, tu as été, et c'est aussi ça, par contre, c'est tout à ton hauteur, tu as été capable de travailler pour l'atteindre, parce que c'est encore autre chose. Mm. Et au-delà de toute cette réussite, tu as quand même fait face à des échecs.
À un moment donné, t'as quand même perdu des parties, t'as perdu des titres. Et comment t'as géré l'échec? Parce que ça, c'est encore autre chose, hein. Gérer la victoire, c'est déjà pas forcément évident. Garder les pieds sur terre, se remettre au boulot. Mais alors, l'échec, comment tu le gères? Bah, le premier gros échec que j'ai eu aux échecs, justement, franchement, je l'ai pas bien géré, hein. Là, c'était un concours de circonstances. Déjà, il y avait le système de classement a changé. Puis d'un coup, je suis passée d'un classement qui était bon par rapport à ma catégorie, etc., à un classement qui était un peu cata. Ça m'a vraiment mis un coup. Plus, bah, j'ai enchaîné un ou deux championnats de France avec la médaille en chocolat, pied du podium, la frustration de voir les autres monter sur le podium et pas soi. Et sur le coup, quand je dis que je l'ai mal géré, c'est que je me souviens m'être dit, ouais, moi je veux arrêter les échecs. Et j'ai même dit à ma mère à ce moment-là que je voulais arrêter les échecs. Et puis, encore une fois, là, ce qui m'a sauvé, c'est qu'elle m'a répondu, bah, il n'y a pas de problème, tu vas le dire à Gérard, donc le président du club. Et là, bon, bah, forcément, je savais que ça allait être mal reçu. Et du coup, ça me permettait de me renvoyer en fait à la réalité et de me dire bah non regarde tu vas pas faire ça, tu vas pas décevoir la personne qui compte sur toi et du coup bon bah allez vas-y hein, continue et après bah c'est en continuant même dans l'échec et même dans la frustration et même avec un moins bon niveau de confiance en soi parce que forcément l'échec ça fait retomber la confiance en soi ça on parlait du no limit juste avant. Bon, quand on gagne, c'est plus facile de repousser la limite que quand on perd. Allez, on a déjà du mal à faire ce qu'on a déjà réussi à faire. Alors aller se mettre la barre plus haute, ça paraît assez contre-intuitif. Puis finalement, bah, à force de continuer, de pas lâcher, de pas arrêter, bah, ce qui se passe statistiquement dans le temps, c'est que je recommence à gagner des parties, à augmenter le classement, et puis d'un coup, hop, il y a l'espoir qui revient, tout redevient possible, on retrouve la foi, on retrouve la confiance, et puis après, derrière, ça repart. Et Donc, ça a mis du temps à revenir? ouais, franchement, moi j'ai eu vraiment une période de creux de bonnes années. De Ah bonnes ouais. années. Alors là, avec le recul, je me dis, bon, bah 2 ans sur 15 ans, c'est pas beaucoup, mais les 2 ans, quand on y est, c'est interminable. C'est hyper long, 2 ans. C'est hyper long. Je veux dire, moi, je connais des personnes qui abandonnent au bout de 2 semaines. Donc 2 ans, 2 ans, c'est très très long d'endurer comment dire, le niveau moyen. Parce que je pense que t'étais pas nul, t'étais pas devenu nul, mais t'étais peut-être devenu standard, quoi, lambda. Quand on a été exceptionnel, ça doit être hyper frustrant, quoi. On doit se dire, mais je retrouverai jamais ce niveau. Regarde mes résultats, ça va pas. Et tous les week-ends, repartir en compétition, repartir en tournoi, repartir jouer, refaire des résultats moyens, mais continuer à aller s'entraîner, ça forge l'esprit, je pense, hein. Ouais, bah, c'est sûr, hein, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit en partant là, là où avant on se disait allez, je vais gagner un, là le réflexe c'est plutôt de se dire allez, je vais encore, je vais encore me faire allumer, mais bon, j'y vais quand même. Ouais. Et bah, petit à petit, après on se rend compte que finalement, si on garde la foi dans ces moments-là, ça passe. Au travail, c'est pareil. Il y a des moments des moments de difficulté qui durent dans le temps, qui nécessitent de l'endurance, de la résilience. Franchement, c'est moins sympa, hein, à pas se mentir, que les moments de réussite où tout est beau et c'est la fête, c'est la fête tout le temps, quoi. Mais par contre, je me dis que c'est ça aussi qui permet d'exercer sa résilience, qui permet de se transcender. C'est dans ces moments-là aussi, bah, on utilise le plus nos ressources, bah, parce que pour s'en sortir, on n'a pas le choix. Pour faire la même chose, en fait, que ce qu'on fait quand on a le mojo, on est obligé déjà de forcer beaucoup plus. Donc, ça nous permet finalement de nous dépasser, d'aller chercher encore un autre niveau de concentration, d'implication, d'énergie, de dépassement de soi. Et je me dis aussi que dans l'étape d'après, où ça ira bien de nouveau et où la météo sera de nouveau clémente, bah, ça sera encore mieux, puisqu'on sera meilleur dans un contexte qui en plus est plus favorable. Donc, c'est comme ça qu'on peut cranter, quoi. Ouais, ça, c'est intéressant parce que faut réussir à dire à garder la foi, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que se dire que ça va aller. Et ce ça va aller, il peut sauver des vies, mais quand il est pas présent, il y a tout qui s'effondre, hein. Quand tu C'est traverses une clair. période de désert, de toute façon, ça c'est, je sais plus où j'avais entendu ça, mais cette phrase, elle m'avait marqué. Il m'avait dit. Quand tu as un désert à traverser, la seule chose à faire, c'est d'avancer, de toute façon. De toute façon, tu peux rien faire d'autre que d'avancer. Et tu verras bien quand est-ce que le désert s'arrête, quoi. Et ouais, ces 2 ans de trou au niveau des échecs, il fallait les traverser. En plus, ces échecs, c'est pas évident parce que
Pour ceux qui connaissent pas, certaines parties, elles peuvent durer longtemps. Ça peut durer très C'est longtemps. bien. Euh, Ça peut durer 5-6 heures. Et quand tu passes 5-6 heures à faire le maximum et qu'à la fin, tu as perdu, et que le lendemain, tu dois recommencer, bon, moralement, c'est pas évident de tenir, quoi. Il y a une fatigue nerveuse, une fatigue mentale qui s'installe aussi. Ça, c'est réel, parce que beaucoup parlent du fait que les échecs, c'est pas un sport physique, et on peut pas forcément contredire ça. Mais par contre, mentalement, psychologiquement, c'est extrêmement épuisant, quoi, comme sport. Ouais. Ouais, c'est clair, moi je m'en rends compte maintenant, où du coup bah, je suis sortie du milieu là, et quand je rejoue, je me rends bien compte hein, que je suis vraiment lessivée à la fin de la partie d'échecs, alors qu'avant ça allait, parce que forcément bah, la plasticité du cerveau, de la Mm. nature humaine, on est habitué, et du coup ça va. Et là maintenant, le fait de plus le faire et de revivre l'expérience comme ça de manière ponctuelle, ouais, je me rends vraiment compte des ressources que ça nécessite. C'est vrai que c'est intense. Et cette intensité intellectuelle, mentale, psychologique, on peut mettre tous les mots qu'il y a dedans. Est-ce que, parce que le fait de l'avoir fait jeune, tu as parlé de la plasticité, on sait que tout ce qui se passe pendant, on va dire, la période d'adolescence, a un impact sur les capacités et les qualités futures de la personne. Est-ce que tu as retrouvé, du coup, ces capacités-là dans ton milieu professionnel, cette capacité d'attention notamment, de capacité de concentration, parce qu'il faut rester concentré pendant. Bon, même s'il y a des moments où on se lève, on va marcher, etc. Mais globalement, il y a quand même entre 4 et 6 heures de concentration et d'attention sur une partie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi, que tu as retrouvé dans le monde professionnel? Ouais, complètement, hein. Je pense que ça m'a bien aidé. Déjà, bah, petite anecdote, mais pour mon entretien d'embauche, j'ai eu de la chance, là, je suis tombée sur bah, donc mon patron dont je parlais juste avant, qui voit sur mon CV championne de France d'échecs et puis qui me dit ah bah ça c'est marrant parce que moi je compare souvent notre métier à une partie d'échecs. Donc là, je me suis dit, bon, ça va déjà, ça, Ça marque. bingo, Ouais, ça je marque pars un déjà point. avec un bon point. Donc déjà, pour décrocher mon job, c'est sûr que ça m'a aidé. Et ensuite, sur la concentration, je me souviens quand j'ai démarré là dans l'open space, bon bah c'est sûr que j'avais tout à faire, tout à prouver. Donc moi, j'étais vraiment dans cette optique de stress max. Donc je me suis obsédée vraiment dans mon truc, concentrée à faire ce qu'on me demandait de faire. Puis ça nécessitait aussi de l'acharnement, du dépassement de soi, de la résilience. Donc moi, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et après, bah, quand ça a commencé à marcher, que j'ai commencé à bien connaître les personnes avec qui je bossais, etc., ils m'ont fait le retour plus tard. Mais quand on t'a vu arriver au début, voilà, on s'est demandé ce qui se passait, quoi. T'étais là devant ton ordi et bam, 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 t'étais à fond dans ton truc. Alors que pour moi, bah, c'était normal, quoi. C'était de toute façon ce qu'il fallait faire. C'était la chose à faire. Je me suis pas posé la question de la faire. Je me suis pas dit, tiens, je vais être concentré à fond. En fait, ça s'est fait naturellement et je pense que c'est une des conséquences aussi des échecs, quoi. D'accord, ouais. Après, tu as été capable de retranscrire cette qualité-là de concentration et d'attention dans le travail, en plus avec cette combativité dont tu sembles être né avec, entre guillemets. Donc, c'est vrai que à mon avis, dans l'open space, ça devait être rock'n'roll quand même. Il devait voir quelqu'un arriver en premier, repartir en dernier, pas quitter l'ordinateur. Ça devait être. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre dans sa vie, quoi? À un moment donné, ça devait être, euh, ça devait être rock'n'roll. Et tu disais que là, bon, maintenant, tu joues un peu plus ponctuellement aux échecs. Bon, ça t'arrive de faire une partie, etc. Mais tu restes quand même impliqué dans le milieu, notamment par l'intermédiaire du club dans lequel tu as toujours joué. Ça, c'est quand même une Mm. fidélité qui est incroyable, hein, Oui. une Kobe Bryant, d'avoir joué que pour un seul club. Alors que bon, j'imagine que tu avais des propositions, non? À l'époque, pour des clubs plus, comment dire, si je dis prestigieux, je vais me faire tuer, mais plus. Non, bah c'est vrai, hein. On va appeler un chat un chat. Ouais, bah, à l'époque, Renommé, quoi, on va dire que grâce à c'est échec. sûr. C'est sûr que... Probablement un des clubs dans lequel j'ai joué. J'imagine qu'ils ont dû essayer de te recruter à un moment donné. Oui. Voilà. Et du coup, pas pourquoi être resté à Grasse, quoi? La loyauté, hein, moi je crois que je suis quelqu'un de très loyal et j'ai toujours eu de la peine en fait bah, pour les personnes qui s'investissaient, qui donnaient vraiment tout, hein. Le milieu club, c'est aussi un milieu de bénévolat, c'est un milieu où voilà, les gens donnent sans compter, sont là vraiment bah, par sincérité, par envie de transmettre, par envie d'éduquer, tout ça. Et quand je voyais des personnes quitter le club, ça me faisait toujours, toujours mal au cœur, en fait, bah, voilà, pour les bénévoles qui, eux, avaient tout donné. Et j'avais pas envie de faire la même chose et de leur faire ça. Moi, au contraire,
je me suis dit, bah tiens, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des bonnes personnes, on s'est impliqué pour moi, on a cru en moi, on m'a donné une chance, on a tout mis, on a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait pour moi, pour que je réussisse, pour que je sois dans les bonnes conditions. En plus, bah, ça a fonctionné, j'ai eu des résultats que moi-même, Ouais. j'imaginais pas avoir. Et puis bah, du coup, je voulais rendre ça en restant fidèle au club, en restant loyal, en continuant à pouvoir rendre l'appareil par des petits services. C'est pas grand-chose, mais je me dis qu'à mon niveau, c'est quelque chose que je peux faire pour l'autre et voilà, que l'autre il ait une retombée positive de tout ce qu'il a donné et qu'en retour, il y a aussi des personnes qui donnent. Voilà, ça me paraît important. Et après, bah, l'autre facteur aussi, je pense, c'est éducationnel, mais c'est aussi bah, mes parents qui m'ont transmis ces valeurs-là. Et quand il y avait des appels pour changer de club, de toute façon, moi j'étais petite, donc ça passait aussi par les parents, hein. Ça passait par ma mère qui était en contact avec l'entraîneur ou le président du club qui avait proposé ça. Et puis bah, ma mère, elle a influencé aussi la chose, quoi. Donc moi je suis pour la loyauté. Je sais que c'est pas très à la mode en ce C'est pas la moment. mode, hein. C'est pas la mode, mais bon, ça serait bien que ça le redevienne. Et il y a un truc que je me questionne, c'était sur. Tu disais que là, aujourd'hui, donc, tu essayes de rendre service au club comme tu peux. Est-ce que tu ressens autant de plaisir quand tu rends que quand tu as reçu? Franchement, Ah, oui, hein. ouais. Sinon, je le ferais pas aussi. C'est sûr, je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi parce que en fait, en faisant ça, j'ai l'impression de faire la bonne chose. Et donc, bah, ça me met bien, quoi. Ça me rend heureuse de faire ça et de donner. De toute façon, à la fin, dans la vie, bah, on se tient tous un peu les uns les autres, j'ai l'impression. Donc, c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour soi, ça fait plaisir. Mais quand soi, on fait quelque chose pour les autres, ça fait autant plaisir, peut-être même plus. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, mais ça, c'est un truc qui est intéressant parce que ça, c'est pareil, ça, dans les personnes qui m'inspirent beaucoup, il y a Arnold Schwarzenegger, il a dicté 6 règles du succès et sa dernière, c'est giving back. Il a dit, voilà, il faut absolument rendre quelque chose à la communauté, à votre entourage, à votre pays, etc. Et il disait il avait jamais ressenti autant de plaisir et de satisfaction que quand il avait fait quelque chose pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup chez les gens qui réussissent, c'est-à-dire qu'à un moment donné de leur carrière, probablement proche de la fin souvent, proche de la fin, voire après, il se consacre à rendre Ouais. à quelqu'un. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du processus de paix et de paix avec soi-même pour, comme tu l'as dit, voilà, faire ce qui est juste et faire ce qui est bien. Et je pense que c'est important d'y revenir. Et tu penses du coup que tu vas y rester toute ta vie dans ce club? Ouais, je pense. Aussi longtemps que Gérard sera là pour le tenir à flot, comment ça va se passer? Ça, c'est sûr. En tout cas, tant que Ouais. les personnes actuelles seront là, moi, c'est sûr que je vais y rester, puis que je vais m'impliquer le plus possible. Et après, s'il y a un jour, bah, j'ai plus de temps, ouais, ce qui arrivera forcément, juste je sais pas quand, bah, de pouvoir faire encore plus que ce que je fais maintenant. Là, aujourd'hui, voilà, je fais ce que je peux, plus que ce que je voudrais, quoi. Mm. D'accord. Et on parlait tout à l'heure d'objectifs, de placer la barre à un certain niveau. Pour le club de Grasse, tu placerais la barre où? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu rêves? Bah, gagner le top 16, hein, être le Gagner meilleur le club top de 16. France. Ouais. Et Gagner le top 16. il y a 2 ans, on jouait le titre encore sur la dernière partie. Et là, vraiment ressenti cette même adrénaline, intensité dont on parlait avant, que je ressentais quand je jouais en tant que joueuse au championnat de France. Là, j'ai vraiment ressenti à fond, même si c'était pas moi qui était sur l'échiquier, que c'était du coup l'équipe. Mais c'était génial. Et bon, finalement, bah, ça s'est pas fait, on s'est effondré à la fin. Donc, on n'a pas eu ni titre ni podium. Mais rien que le fait d'avoir autant vibré, c'était déjà incroyable. Et alors, je me dis que le jour où on gagne le top 16, ça va être vraiment le cocktail détonnant au niveau adrénaline et émotion. Ouais. Et ça, c'est un truc, ouais, vraiment, tu l'envisages, quoi. C'est quelque chose dans ta tête, c'est réel. Ça, ouais, je me dis que c'est possible parce qu'on était à 2 doigts. On était à Ouais, 2 doigts il y a 2 ans. Donc, je me dis que si on continue bah, à progresser petit à petit et à multiplier les opportunités, puis des opportunités, il y en aura chaque année.
bah, statistiquement, dans le temps, il y a bien un Un moment jour, où ça va les planètes marcher. vont s'aligner, tu vois. Ouais, d'accord. Non, parce que pour ceux qui ne le savent pas, gagner le top 16 pour un club, bah, c'est le Graal, quoi. C'est-à-dire que globalement, chaque club recrute les meilleurs joueurs de différents pays. Et donc, ça s'affronte. Et un club comme Grasse Échec qui gagne le top 16, ce serait quelque chose, on va dire, d'inattendu, quoi. Après, bon, oui, on peut toujours y croire. Et comme tu dis, ça a été tellement proche du, Mm. euh, du succès que pourquoi pas un jour, pourquoi pas un jour. Ok, donc on verra si dans le temps tu réussis, puisque comme tu as globalement atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés, on verra si celui-là fonctionne également dans le futur. Mm. On Ça va suivre. marche. On va suivre. Bon, bah, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de participer au podcast. Je pense qu'on a balayé un petit peu tous les sujets que je voulais aborder. J'espère que ça a été. Et puis voilà. Ouais. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi, du coup, d'être intéressé à ce que j'ai vécu. C'est toujours intéressant aussi de le partager. Donc, merci à toi, Valentin.